D'abord, j'aimerais féliciter les conférenciers là, pour vos présentations. Ils étaient toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et comme Cynthia vous l'a introduit, là, j'ai l'honneur de vous présenter la conférence de clôture qui va porter sur les assurances spatiales. Vous l'avez peut-être entendu parler, là, mais le 8 mars dernier, il y a des débris de la Station spatiale internationale qui ont chuté sur le toit d'une maison en Floride et ça a mis en danger le fils du propriétaire. Et le propriétaire tente encore à ce jour là, de déterminer quels sont ses recours. Plus les activités spatiales croissent et plus les débris se multiplient et plus de tels accidents deviennent probables, le régime de responsabilité extra-atmosphérique apparaît donc au cœur là, de plusieurs questionnements juridiques. Pour vous expliquer plus en détail tout ça, je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais vous présenter le régime de responsabilité extra-atmosphérique en abordant ses fondements, donc notamment le principe de responsabilité internationale, puis en explicitant sur le phénomène de transfert de cette responsabilité-là. Je vais y revenir, inquiétez-vous pas. Ensuite, je vais vous présenter brièvement l'état du marché des assurances spatiales en identifiant les joueurs, les produits, puis en l'illustrant à l'aide de chiffres, notamment en vous partageant quelques cas de réclamation. Puis je vais conclure avec une vue prospective sur la situation canadienne. Donc, je vous amène tout de suite dans la première partie qui porte sur le régime de responsabilité extra-atmosphérique en débutant avec la section sur le principe de responsabilité internationale. Donc, les activités spatiales, c'est encadré par le droit de l'espace. À l'échelle internationale, il y a 5 grands traités qui forment le socle juridique de ce corpus juridique-là. Le plus important traité, c'est le traité sur l'espace de 1967. Et par la suite, les 4 autres traités sont venus préciser certains aspects qui étaient déjà énoncés dans ce premier traité-là. Donc, l'accord sur le sauvetage des astronautes, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux de 1972, la Convention sur l'immatriculation et l'accord sur la Lune. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur deux d'entre eux, donc le traité sur l'espace de 1967 et la Convention sur la responsabilité. Donc, dans le premier traité, l'article 6 énonce que les États parties au traité ont la responsabilité internationale des activités nationales dans l'espace extra-atmosphérique, qu'elles soient entreprises par des organismes gouvernementaux ou par des entités non gouvernementales. Donc ici, on voit que ce sont les États qui sont responsables des activités publiques et privées, et responsable ici est entendu au sens large. Ensuite, il y a l'article 7 qui, lui, prévoit que tout État parti au traité qui procède ou fait procéder au lancement d'un objet dans l'espace extra-atmosphérique, donc les États de lancement, sont responsables du point de vue international des dommages causés par le dit objet. Donc, c'est-à-dire que l'État peut être tenu responsable. Je dois vous dire aussi là, que le vocabulaire anglophone est un peu plus précis pour apporter les nuances que je tente de vous expliquer aujourd'hui. Donc, d'une part, on va parler de responsibility et d'une autre part de liability. Donc, pour le reste de la présentation, c'est davantage dans le sens de liability que je vais généralement employer le mot responsabilité. Ensuite, la responsabilité internationale des États a été précisée dans la Convention sur la responsabilité de 1972. Là. En fait, cette convention-là, elle établit deux régimes de responsabilité pour les activités spatiales. Donc, il y a l'article 2 qui prévoit que l'État de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par un objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol. Donc, si les dommages sont intra-atmosphériques, on fait face à un régime de responsabilité absolue. L'article 3, lui, prévoit qu'en cas de dommages causés ailleurs qu'à la surface de la Terre, l'État n'est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre. Donc, pour des dommages extra-atmosphériques, on est confronté à un régime de responsabilité pour faute. Ce qui est intéressant aussi de cette convention-là, c'est qu'elle établit une procédure de réclamation entre les États. Par contre, en pratique, elle est peu adaptée. Là, en fait, elle a été interpellée qu'une seule fois jusqu'à maintenant. Elle a été interpellée par le Canada en 1978 après que le satellite soviétique Cosmos 954 se soit écrasé dans le Grand Nord canadien. Il faut dire qu'il s'agissait d'un satellite soviétique à propulsion nucléaire et donc l'écrasement a engendré une grande quantité de déchets radioactifs qui s'étalait sur plus de 124 000 km². La demande de réparation a engendré une série de négociations là, qui se sont échelonnées sur quelques années. C'est ce qui m'amène à la deuxième section de cette première partie, donc le transfert de la responsabilité internationale. Au fil des ans, il y a le phénomène de la privatisation de l'espace qui a émergé.
Il y a de nombreuses activités spatiales qui étaient gouvernementales, mais qui désormais se limitent plus seulement à la sous-traitance, là, mais sont entièrement privatisées et même que le gouvernement devient un client de certaines entreprises spatiales. Dans la littérature, on emploie généralement les termes old space et new space, donc nouvelle ère spatiale, là, pour illustrer les deux grandes phases de l'industrie spatiale. Donc, historiquement, le old space, ça désigne la période qui était dominée par les agences spatiales gouvernementales comme la NASA, l'Agence spatiale européenne, là, le Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe. Et le new space, le nouvel ère spatial, ça représente un changement vers une approche qui est beaucoup plus entrepreneuriale, qui est axée sur le commerce, de l'exploration et de l'utilisation de l'espace. Ça englobe une large gamme d'entreprises privées qui vont prioriser l'innovation, des cycles de développement rapides. Elles vont exploiter les progrès technologiques là, avec la miniaturisation, comme les CubeSats, les fusées réutilisables, et tout ça pour réduire les coûts et accroître l'accessibilité à l'espace. Donc, nouvelle ère spatiale, c'est marqué par la privatisation de l'espace. Mais même si l'espace est privatisé, toutes les activités demeurent sous la gouverne des États. Et même que les États sont dans l'obligation d'autoriser et de surveiller les activités privées. Donc ça, c'est prévu à l'article 6 du traité sur l'espace. Et dans les dernières années, les États de lancement ont mis en place des cadres nationaux pour atteindre leurs objectifs spatiaux tout en veillant à leurs engagements internationaux. Donc, ici, en vous présentant quelques cadres nationaux, là, je veux vous donner un bref aperçu de ce qu'on retrouve ailleurs. Il y a par exemple l'Australie. L'Australie qui est un État de lancement important, là, principalement en raison de son emplacement géographique qui en fait une place de choix pour les lancements. Et son cadre juridique est par conséquent là, très intéressant à étudier. En 2015, le gouvernement australien a entamé une révision de la loi de 1998 pour s'assurer que la réglementation spatiale de l'Australie était adaptée aux progrès technologiques et qu'elle n'entravait pas inutilement l'innovation dans les activités spatiales, ce qui l'a amené à adopter en 2018 la Space Launches and Return Act. Et il y a aussi des règlements, dont un règlement sur les assurances spatiales. Les États-Unis, eux, ont le cadre juridique spatial le plus volumineux, ce qui n'est pas étonnant étant donné que ça reste le joueur spatial le plus important, le plus impliqué du moins. Les États-Unis ont élaboré une série de politiques spatiales, des lois pour orienter leurs activités dans l'espace. Donc, il y a la loi sur les lancements spatiaux commerciaux de 1984 là, qui a été amendée à plusieurs reprises depuis. Elle fournit le cadre juridique pour réglementer le transport spatial commercial et concernant notamment là, la délivrance de licences pour les ports spatiaux commerciaux, entre autres. Il y a la France, qui est un joueur important dans le secteur spatial, le principal joueur européen. Et donc, la loi relative aux opérations spatiales de 2018, elle est éclairante à plusieurs égards, là, notamment sur le plan des assurances spatiales. Je vais y revenir un peu plus tard. Et un autre cas qu'on ne peut pas passer à côté dans le secteur spatial, et encore moins quand il est question d'assurance, c'est celui du Royaume-Uni. Donc, en 2018, ils ont modernisé leur loi de 1986 en adoptant la Space Industry Act. Et cette loi vise à maintenir une conformité avec le droit international de l'espace, puis ça traite des exigences en matière de responsabilité et d'assurance. Il y a tout plein d'autres cadres là, qui sont aussi pertinents concernant les assurances spatiales. Là, je pense à celui du Japon, des Émirats arabes unis, Nouvelle-Zélande, Luxembourg. Mais ça, c'était simplement pour vous donner là, un minuscule aperçu de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Donc, comme je vous ai mentionné, les États de lancement ont l'obligation d'autoriser et de surveiller les activités. Et pour autoriser les activités, la plupart des États de lancement ont mis en place un système de licence. Donc, licence, permis, autorisation, certification. Les licences ont généralement différentes nomenclatures, là, tout dépendamment du cadre juridique où on se trouve et tout dépendamment aussi de l'activité visée. Mais on peut généralement regrouper les licences là, dans une ou l'autre des 7 catégories que vous voyez à l'écran, comme les licences de lancement, les licences pour l'opérationnalisation en orbite. La carte que vous voyez à l'écran, ça illustre, en fait, ça identifie les différents sites de lancement qu'on retrouve dans le monde, donc où vous pourriez retrouver, par exemple, une licence pour un port spatial commercial. Et pour obtenir une licence, il y a certains États qui ont mis en place une condition assurantielle. Donc, ils imposent aux demandeurs d'une licence d'obtenir une couverture d'assurance pour entreprendre leurs activités. Ça a pour but de dégager l'État d'une partie de sa responsabilité internationale. C'est le mécanisme qui va permettre à l'État
de pouvoir réclamer à l'entreprise privée s'il arrivait un dommage qui entraînerait sa responsabilité internationale. Si je reprends un des exemples que je vous ai mentionnés plus tôt, donc la France, là, pour vous montrer un peu plus concrètement quelle forme prend le critère assurantiel dont je vous parle. En France, pour obtenir une autorisation, tous les opérateurs ils doivent obtenir une couverture pour un minimum de 70 millions d'euros, sans quoi ils ne peuvent pas entreprendre leurs activités spatiales. Et la LOS, donc la loi relative aux opérations spatiales, elle stipule que l'opérateur est responsable des dommages causés aux tiers. Donc, ici, on transfère explicitement le principe de responsabilité internationale de l'État vers les entreprises privées pour que l'État puisse réclamer aux entreprises advenant une situation qui engagerait sa responsabilité. C'est similaire aussi au Royaume-Uni. Donc, tous les titulaires de licence doivent démontrer qu'ils détiennent ou peuvent bénéficier d'une couverture responsabilité civile. Ce qui est particulièrement intéressant aussi du Code britannique, c'est la méthodologie, donc le Model Insurance Requirement Approach. En fait, il y a 3 États qui ont développé des codes réglementaires et des méthodologies très précises concernant les assurances spatiales, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et les méthodologies, là, dont celle du Royaume-Uni, ça a pour but de calculer le montant minimal ou maximal requis qui va être imposé là, en fait, pour obtenir l'autorisation. Puis on trouve des démarches pour identifier les risques, calculer les différentes probabilités et tout. Donc, de cette partie-là, je souhaitais principalement vous dire que dans les cadres réglementaires des états de lancement, on retrouve généralement un critère assurantiel. Et c'est bien beau mettre un tel critère en place, là, mais qu'est-ce qu'il y en est du marché des assurances spatiales? Est-ce qu'il y a un marché qui est suffisant pour répondre à ce critère assurantiel-là? C'est ce que je vous propose d'aborder pour la deuxième partie de cette présentation. Donc, en abordant d'abord qui sont les assureurs et les produits de ce secteur niché. Donc, d'emblée, je vais tout de suite vous dire là, que les assurances spatiales, ça n'a rien de nouveau en fait. Là, ça existe depuis le moment qu'on a commencé à lancer des satellites dans l'espace. Donc, au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, il était essentiellement question d'assurance de dommages à l'époque. Mais on s'entend pour dire que l'origine remonte plus précisément au début des années 1970. Aujourd'hui, il y a entre 30 et 35 grands joueurs dans le secteur. Il y a Aon, AXA XL, les Lloyds. Les Lloyds ont été les premiers, sans grande surprise. Allianz, Marsh, Munich Re. Munich Re aussi, là, qui était un de ceux qui a commencé à assurer des produits et des services extra-atmosphériques dès le début des années 1970 aussi. Ils ont donc une cinquantaine d'années d'expérience dans le domaine. Et même qu'en 1980, ils ont créé une unité exclusivement dédiée à faciliter l'exploration spatiale, donc le Space Department. Et ça, en fait, on va retrouver ça là, chez les autres assureurs spatiaux. Là. Les assureurs spatiaux, ils vont généralement avoir des départements avec des experts dans le spatial. Donc, ils vont travailler avec des ingénieurs en astronautique qui vont les accompagner dans l'évaluation des risques technologiques, entre autres. C'est un marché qui est très mouvant, qui est surtout très volatile. Il y a des grands joueurs qui offraient des produits spatiaux, mais qui ont décidé de se retirer de ce marché-là finalement. Ça a été le cas avec le American International Group qui se sont retirés en 2020. Ensuite, pour ce qui est des produits, petite parenthèse avant sur la traduction des termes, c'est un marché qui est anglophone. Donc, les termes sont beaucoup plus précis en anglais et les traductions qui sont suggérées elles ne sont pas toujours les mêmes, mais elles sont parfois plus ou moins appropriées. Donc, prenez les traductions ici que je vous suggère là, avec un grain de sel. Donc, au-delà des assurances responsabilité civile, on retrouve dans ce secteur-là des assurances, des First Party Liability Insurance, qui bien sûr là, ont pour but d'indemniser l'assuré pour les pertes qu'il aurait pu subir. Ensuite, on retrouve des Second Party Liability Insurance. Donc ça désigne des assurances qui protègent l'assuré contre les dommages que pourrait subir un passager. Donc, c'est un produit qui va se développer si le marché du tourisme spatial en viendrait à croître. Et c'est à différencier aussi avec les produits d'assurance vie qui existent aussi dans le secteur spatial. Il y a Gallagher Insurance qui a offert ce genre de produit-là pour des produits d'assurance vie pour les voyageurs dans l'espace, entre autres. Là. Ça a été offert en 2002 et ça continue encore d'être offert. Et finalement, on retrouve aussi les Third Party Liability Insurance, donc les assurances responsabilité civile, ce dont je vous ai parlé principalement en première partie.
En 2020, il y avait environ 46,5 des satellites qui étaient couverts par une assurance responsabilité civile et seulement 7 des satellites qui étaient couverts par une assurance de dommages. Donc, environ 1 sur 2 tout de même qui était couvert par une assurance responsabilité. Puis pour mieux vous représenter le marché des assurances, là, je vais poursuivre dans les chiffres. Mais avant, petite parenthèse sur ce que vous voyez à l'écran. En fait, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a un problème de pollution extra-atmosphérique déjà. Donc, il y a la basse orbite terrestre qui est saturée par le nombre de satellites qu'on y retrouve. Il y a des débris spatiaux. On a beau mettre en place des mesures de gestion du trafic spatial, le risque de collision, il est important et il est croissant. Et l'image que vous voyez à l'écran là, représente justement cette saturation-là et le risque de collision. Pour ce qui est du calcul des primes, c'est comme n'importe quel type d'assurance. Le coût de la prime est calculé en fonction du risque. Donc, les sommes assurées varient entre 10 millions et 450 millions de dollars américains. Et il s'avère que les risques sont beaucoup plus élevés au moment de la phase de lancement que de l'opérationnalisation en orbite. Donc, les primes pour les activités de lancement, ils vont de 10 à 20 de la valeur de l'objet assuré et les primes pour les activités en orbite, ça s'élève entre 1 et 2,5 de la somme assurée. C'est très difficile d'obtenir des chiffres précis là, dans ce secteur-là, puisque il est question de contrat. Donc, l'aspect confidentiel est très sacré. Mais il y a quand même quelques cas de réclamation là, qui ont été partagés. Donc, par exemple, en 2023, il y a eu la réclamation pour le satellite Viasat-3. Donc, ça, c'était pour une perte totale en orbite géostationnaire. Le satellite était couvert par plusieurs polices auprès de différentes compagnies, dont les Lloyds. Et ça, c'est un cas de figure qu'on retrouve souvent, là. Généralement, les risques sont tellement importants que les assureurs vont se partager les risques. Il était question d'une. En fait, il est estimé que la réclamation pourrait atteindre 420 millions de dollars, donc la valeur totale de l'objet. Et on estime que le coût de la prime était fixé entre 4,2 et 10,5 millions de dollars. J'ai un autre exemple ici que vous pouvez voir à l'écran, mais que je vais passer parce que sinon je vais manquer de temps. Un autre exemple pour une activité de lancement cette fois. Donc, Eutelsat 5 Web B. Donc, ça, c'est un lancement, un payload, c'est-à-dire une charge utile. Donc, c'est une fusée qui transporte une cargaison de satellites ou d'objets à les porter en orbite géostationnaire. Ici, il était question, encore une fois, de perte totale. Le montant de la réclamation s'est élevé à 192 millions de dollars et on estime que le coût de la prime était fixé entre 19 et 38 millions de dollars. Ici, on a un autre exemple encore pour une activité de payload, donc une charge utile pour transporter des objets, mais pour se rendre en orbite héliosynchrone cette fois. Donc là, on est dans les 411 millions de dollars environ. En 2024, il y a l'assureur Aon qui a publié son rapport annuel sur le marché des assurances spatiales. On trouve une panoplie d'informations très intéressantes. Et le graphique que vous voyez à l'écran, ça illustre en fait la différence entre les primes et le montant des réclamations. Et donc, vous pouvez voir que 2023 a été une année particulièrement tumultueuse, là. Ils ont déboursé environ près de 1 milliard de dollars en réclamation, alors que le montant perçu grâce aux primes s'élevait à 752 millions, un peu moins de 6 millions, pardon. Mais heureusement, là, ça n'a pas été comme ça toutes les années antérieures. Mais vous voyez bien grâce à ce graphique-là à quel point c'est un marché qui est volatile, très changeant. Et donc, ça explique là aussi pourquoi des joueurs décident de se retirer. Maintenant, pour conclure, avec une vue prospective de ce qui se passe au Canada par rapport à tout ça. En fait, au Canada, on observe qu'il y a une forte croissance du nombre d'entreprises spatiales. Il y a un port spatial commercial qui a vu le jour récemment en Nouvelle-Écosse et qui prévoit faire ses premiers lancements là, au courant de cet été. Et en parallèle à ça, le Code spatial canadien est plutôt désuet. Il y a deux lois qui s'appliquent principalement à ce secteur-là. Donc, la loi sur les systèmes de télédétection spatiale et la loi sur les télécommunications. Le Canada est parti à tous les traités sur l'espace, sauf l'accord sur la Lune. Donc, il a pris des engagements en matière de responsabilité internationale. Et à l'heure actuelle, surtout les autorités du secteur spatial se questionnent sont en cours, en fait, de moderniser les lois spatiales. Et donc, il reste à voir s'ils vont prévoir des mécanismes de responsabilisation du secteur privé, donc s'ils vont imposer
une obligation d'assurance dans le secteur spatial? Et si oui, est-ce que ça va ouvrir davantage la porte à un marché des assurances spatiales au Canada? Donc ça reste à voir là, au cours des prochaines années. Merci.